Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Conseil national des barreaux, Monsieur le représentant du Haut-Commissariat des réfugiés en France, Mesdames et Messieurs les présidents, il y en a beaucoup dans la salle, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, c'est un grand plaisir et un privilège pour moi de vous accueillir aujourd'hui à ce colloque organisé pour l'anniversaire des 70 ans de la Cour nationale du droit d'asile. Et je remercie tout spécialement le président de la Commission des lois du Sénat, qui nous fait d'abord l'honneur de nous accueillir dans ces lieux et qui interviendra lors d'une des tables rondes sur un sujet d'ailleurs pas simple. J'y vois son attachement personnel et celui de la Haute Assemblée au droit d'asile et à la Cour. Je n'ai qu'un regret, c'est que cette salle soit trop petite, mais si les caprices de la technologie ne s'en mêlent pas, notre colloque pourra être suivi de la salle des conférences de la Cour, et je profite de l'occasion pour saluer tous nos collègues qui se trouvent à Montreuil. Alors je le fais rapidement parce que si ça se trouve, la liaison ne marche pas. En général, c'est toujours comme ça à la Cour. Mais au moins c'est fait. Et pour vous, vous avez l'impression qu'effectivement, on peut nous voir avec toutes les personnes qui nous attendent à la Cour. Je profite également de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette manifestation. Je pense évidemment à la présidente Kim Merlin, qui a arrêté avec les présidents de section de la Cour le programme de ce colloque. Et je pense aussi à toutes les personnes qui ont travaillé sur l'organisation et la préparation, et notamment tous les agents du pôle communication. Je voudrais également ici mentionner la mémoire de Jacques Rips, qui vient de nous quitter. C'était un excellent collègue du Conseil d'État. C'était également le président de l'association France Terre d'Asile qui est présente aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'échanger avec lui lorsque j'ai été nommé auditeur au Conseil d'État sur mes premiers dossiers en droit d'asile. Et je me souviens qu'il était intervenu au colloque des 60 ans de la Cour. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est le colloque des 70 ans. Et ce colloque doit nous permettre de prendre un peu de recul et de débattre des nouveaux enjeux qui concernent le droit d'asile, en présence, donc, normalement, du vice-président de la Cour de justice de l'Union européenne qui doit nous rejoindre, de représentants de l'Association internationale des juges de l'asile, du représentant en France du Haut-Commissariat des réfugiés, de praticiens étrangers, et ce regard est évidemment important, et de collègues judiciaires. Donc on a essayé de prendre un peu de recul par rapport, j'allais dire, à l'activité traditionnelle de la Cour nationale du droit d'asile, et donc en essayant d'avoir des regards qui soient des regards un peu extérieurs à notre activité générale et quotidienne. La première table ronde de cette journée sera consacrée aux impacts de l'évolution des conflits sur la protection des demandeurs d'asile. La deuxième table ronde évoquera les défis auxquels est confronté le juge de l'asile lorsqu'il doit prendre en compte les enjeux de protection de la société. La troisième table ronde reviendra sur l'évolution historique du droit d'asile. Et Toby Nathan nous permettra d'avoir une vision un peu plus large du parcours d'exil en fin d'après-midi, avant les conclusions du colloque, et je sais à quel point cet exercice est redoutable pour la personne qui en est chargée. La Cour nationale du droit d'asile fête ses 70 ans. C'est évidemment le moment de se plonger sur son passé. Elle a été créée par la loi du 25 juillet 1952 et elle a commencé à siéger le 30 juillet 1953, donc un an plus tard. Elle est devenue Cour nationale du droit d'asile, a été rattachée au Conseil d'État le 1er janvier 2009 et nous sommes particulièrement honorés que le vice-président du Conseil d'État ait accepté d'ouvrir ce colloque. Nous sommes également particulièrement heureux que vous ayez accepté, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, d'ouvrir également nos débats. Les avocats jouent un rôle essentiel dans la défense du droit d'asile devant la Cour, et il ne peut y avoir de justice de qualité sans une défense de qualité. Je vous laisse donc à tous les deux le soin d'ouvrir ce colloque en bonne et due forme, et je vous remercie. Désolé, je suis un petit peu lent en ce moment. Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le... je ne sais pas s'il est déjà arrivé, Mathieu Hérondard nous annonçait qu'il nous rejoindrait, le vice-président de la Cour de justice de l'Union européenne, Monsieur le responsable du Haut-Commissariat des réfugiés en France, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs les présidents, cher Mathieu, cher Dominique Kim-Merlin, c'est un plaisir pour moi d'ouvrir ce colloque à vos côtés. Je souhaite d'abord remercier les organisateurs, tous les organisateurs et plus largement tous ceux qui ont contribué à faire de cet anniversaire une réussite, je n'en doute pas, ainsi que ceux qui participeront cet après-midi aux tables rondes dans ce cadre. La Cour nationale du droit d'asile fête ses 70 ans. C'est un bel âge,
C'est un âge qui permet de se retourner vers ce qui a été accompli, mais c'est un âge qui permet aussi de constater les forces d'aujourd'hui. Les liens entre le Conseil d'État et la CNDA sont étroits, ils sont anciens. Le Conseil d'État n'est pas étranger au droit d'asile, bien au contraire, il est aussi juge de l'asile. Il a vu naître dans ses murs la commission des recours des réfugiés, quelques souvenirs quand je suis entré au Conseil d'État, et connaît des recours en cassation portés contre les décisions de la CNDA. Au-delà de l'histoire de la CNDA, qui illustre ce lien plus qu'institutionnel qui nous unit, je voudrais souligner rapidement la qualité du travail de cette institution pour faire vivre le droit d'asile, et chacun sait combien cette qualité est importante. La Cour nationale du droit d'asile hérite d'une histoire longue qui peut faire sa fierté. Sans entrer dans un historique, mais trop long, l'asile a des origines lointaines et plonge ses racines d'abord dans la notion antique d'hospitalité. Dans la Grèce des cités, par exemple, alors que l'individu était encore peu protégé par les lois, l'hospitalité était un devoir fondamental et sacré. L'étranger qui demande asile doit être accueilli comme un envoyé des dieux. Les suppliantes d'Échille illustrent cette hospitalité politique accordée par le roi d'Argos aux Danaïdes, fuyant les persécutions de l'Égypte. À Rome, la pratique de l'hospitalité n'est guère différente de celle qui existe en Grèce, mais elle revêt un caractère plus officiel et plus juridique. Romulus nous dit plus tard qu'aurait ouvert l'asile sacré à Rome, où tout le monde était reçu sans distinction, et où, je cite, ne rendait ni l'esclave à son maître, ni le débiteur à son créancier, ni le meurtrier à son juge. L'hôte est sacré pour celui qui l'accueille, nous dit l'adage romain. C'est toutefois l'Église catholique qui fit du droit d'asile une institution éminente et unifiée en Occident. Bien que reprise dans le Code de Théodose, elle tomba progressivement en désuétude avant d'être relevée, reprise par la Constitution de l'an 1 en 1793, dont on sait qu'elle ne fut jamais appliquée. L'asile trouva enfin son ancrage constitutionnel, plus récemment, et dans ce qui nous occupe aujourd'hui, en 1946, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre, toujours en vigueur, qui déclare, et je crois que chacun a en tête cette phrase, « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ». Cette proclamation fut la dernière étape qui permit le passage historique de l'asile comme un lieu protégé, sanctuarisé, pourrait-on dire, à l'asile comme protection juridique. L'asile contemporain fut marqué par les institutions destinées à le protéger. Bien sûr, la création de l'Organisation internationale des réfugiés en 1946 fut la première tentative de protection systémique des réfugiés, avant que chaque pays ne mette en place sa propre organisation de prise en charge des demandeurs d'asile. En France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, fut créé en 1952. Surtout afin d'accorder des garanties supplémentaires aux réfugiés, la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale introduisit un amendement créant une commission des recours. La commission des recours des réfugiés, créée par la loi du 25 juillet 1952, tint sa première séance le 30 juillet 1953 au Palais-Royal. Et 4 ans plus tard, le Conseil d'État confirma le caractère juridictionnel de cette instance, dont les décisions sont toujours susceptibles d'un recours en cassation devant lui. Jusqu'en 1979, son activité demeura stable, la moyenne des décisions rendues avoisinant les 300 par an. À compter des années 1980, avec la multiplication des conflits dans le monde et le durcissement des conditions d'immigration, le nombre d'affaires enregistrées devant la Commission a considérablement, très considérablement augmenté, pour atteindre plus de 16 000 affaires en 1989. Depuis lors, l'activité de la juridiction demeure soutenue et je salue très particulièrement les efforts qui sont déployés par la Cour, qui, sous la présidence depuis juin dernier de Mathieu Hérondard, permet de juger toutes les affaires qui sont portées devant elle. Première juridiction administrative spécialisée par le nombre d'affaires jugées, cette juridiction, devenue Cour nationale du droit d'asile, est rattachée depuis le 1er janvier 2009 pour sa gestion au Conseil d'État. Cette gestion est une des missions du Conseil d'État à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Les questions que tranche la CNDA, le nombre de recours, le nombre d'agents qui fournissent à la CNDA un travail de qualité le justifient amplement. Ces caractéristiques de la CNDA, héritage de ce temps, ont permis d'instituer un véritable juge de l'asile, spécialisé dans des questions difficiles, tant humainement que juridiquement. Juridiction nationale à caractère spécialisé, la CNDA statue en outre en premier et dernier ressort.
L'échevinage, héritage de sa création, a permis de réunir des compétences qui ont permis de prendre en compte les différents aspects de l'asile à travers une connaissance à la fois humaniste et juridique, avec un équilibre toujours difficile, car l'office du juge de l'asile, comme celui de tout juge administratif, nécessite une connaissance juridique, mais également une connaissance proprement humaine, et qui est évidemment particulièrement nécessaire face aux situations parfois dramatiques des requérants. Dès l'origine, il fut à cet égard décidé par une disposition exorbitante du droit commun et jugée en 1998 conforme à la Constitution, qu'un représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés siégerait au sein de la commission des recours, ainsi qu'une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'État. Les rapporteurs, chargés de l'instruction des affaires mais n'ayant pas droit délibératif, ont été prévus dès le décret du 2 mai 1953 et permettent à la CNDA de faire face au grand nombre de recours qu'elle reçoit. Je voudrais, là encore, tout particulièrement en cette occasion, saluer leur travail essentiel, fondamental, et plus largement, saluer le travail de toutes les aides à la décision qui assurent au sein de la CNDA un concours indispensable à son fonctionnement. Le contentieux de l'asile, qui est un contentieux de pleine juridiction, le Conseil d'État l'a rappelé en 1982, a pour spécificité qu'il porte non sur une décision administrative, mais sur une situation humaine. Le juge de l'asile se prononce directement et pleinement sur l'octroi ou non du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. La procédure est caractérisée par l'importance particulière que revêt l'oralité et la nécessité d'aller vite, car s'il existe des demandes sans fondement, ceux qui craignent pour leur vie doivent être protégés rapidement et disposer d'un cadre stable pour l'avenir, après les souffrances qu'ils ont connues. Le juge doit en effet apprécier la réalité de la crainte d'être persécuté au sens de la Convention de Genève et la véracité ou la plausibilité des faits rapportés par le requérant. La multiplication des visages de l'asile, permise aussi par la ratification du protocole de Bellagio en 1971, qui leva les réserves géographiques et temporelles à la Convention de Genève, rendent cette appréciation d'autant plus difficile. Le demandeur d'asile n'est plus seulement celui qui fuit l'oppression des régimes dictatoriaux. Comme le soulignait déjà Eschyle, les maux des hommes sont divers et le malheur n'a pas toujours la même vol. Cette grande diversité des situations a conduit à la consécration en droit national puis en droit européen du concept nouveau de protection subsidiaire. Pour mener sa tâche à bien, la Cour est aidée par des services de soutien à l'activité juridictionnelle qui vont du greffe à l'enrôlement en passant par l'aide juridictionnelle, l'accueil des demandeurs et des avocats ou encore l'interprétariat, sans oublier le centre de recherche et de documentation dont l'expertise juridique et géopolitique est essentielle et reconnue. Les chefs de chambre et les secrétaires d'audience assurent en particulier un rôle primordial qui permet que la justice soit rendue dans les meilleures conditions possibles. Et les associations d'aide et de soutien aux réfugiés, dont je salue les représentants présents dans cette salle, ainsi que les conseils des demandeurs sont absolument fondamentaux pour que des jugements justes et humains soient rendus. Je voudrais là encore rendre hommage à leur travail, au travail de tous ces acteurs qui, ensemble, constituent le système d'asile en France. Je le disais en ouverture, le Conseil d'État est un juge de l'asile. Il l'est en tant que juge suprême en matière administrative. Il connaît en cassation des décisions de la Cour. Il connaît également des décisions d'asile, des questions d'asile au titre de ses activités consultatives, en tant que conseiller du gouvernement sur les projets de loi et les projets de décret les plus importants. Ainsi, le droit d'asile fait pleinement partie de l'activité du Conseil d'État. Pour ne citer qu'un chiffre, je pense souvent qu'il résume une activité, le contentieux de l'asile donne lieu chaque année à un nombre de décisions contentieuses pour le Conseil d'État qui oscille entre 650 et plus de 1000, ce qui représente entre 7 et 10% de son activité juridictionnelle totale. Les questions posées par le droit d'asile sont délicates et peuvent le mener à préciser son office au-delà des questions d'asile, voir la décision de 2021, ENA France et autres. Et surtout à accompagner le travail de la CNDA en précisant l'interprétation juridique des dispositions nationales, européennes et internationales enchevêtrées. Le droit d'asile, qui repose sur les principes de solidarité et de dignité humaine, est un pilier des droits humains. Il repose en particulier sur un juge de l'asile spécifique qui se prononce sur des questions difficiles, comme je l'ai déjà dit, tant juridiquement qu'humainement.
Cette difficulté justifie ainsi que ce droit soit délivré autour d'une cour nationale qui assure toujours une évolution uniforme du droit de l'asile appliqué en France. La journée d'aujourd'hui et plus largement les événements organisés pour le 70e anniversaire de la CNDA doivent permettre de contribuer à la réflexion sur ce juge spécifique. Comme tout service public, la CNDA est soumise au principe de mutabilité. Elle doit s'adapter. Mais comme tout service public, l'important est que dans son adaptation aux nécessités du temps, l'essentiel soit préservé, et en l'espèce, cette spécialisation et cette reconnaissance du juge de l'asile. C'est le vœu que je me permets de former en saluant à nouveau toutes les personnes présentes ici, toutes celles qui sont à Montreuil en train d'assister à cette manifestation et qui, chacune, dans leur fonction, dans leur rôle, y contribuent chaque jour tout à fait remarquablement. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le vice-président du Conseil d'État, monsieur le président de la Commission des lois, je vous remercie pour votre accueil, votre nouvel accueil au Sénat. Monsieur le vice-président de la Cour de justice de l'Union européenne, monsieur le président de la Cour nationale du droit d'asile, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les hauts magistrats, mesdames, messieurs les hautes personnalités, chers confrères, mesdames, messieurs, le droit d'asile est reconnu, vous l'avez évoqué, monsieur le président, comme un droit fondamental en France. Il est aussi qualifié par le Conseil constitutionnel d'exigence constitutionnelle. Et si les situations individuelles et géopolitiques sont en permanente évolution, le cadre, lui, reste toujours le même et s'impose à nous du fait de cette exigence constitutionnelle qui nous oblige. C'est, je crois, le rôle des avocats de rappeler la permanence des principes contre vents et marées, même et surtout lorsque les pouvoirs exécutifs ou législatifs ont la volonté d'adapter ces principes face à des nouveaux enjeux, souvent sous la pression de l'opinion publique. Quels enjeux, d'ailleurs? La guerre en Ukraine, dont l'issue nous paraît toujours plus incertaine. Comment traiter les réfugiés ukrainiens? Comment traiter la question des objecteurs de conscience, par exemple? Que faire également des réfugiés climatiques qui, nous le savons déjà, vont augmenter de manière exponentielle au rythme des différentes catastrophes environnementales dont nous sommes les témoins. Aujourd'hui, les raisons de déplacement se multiplient, tout comme le nombre des personnes concernées. Vous évoquiez les chiffres qui sont éloquents, Monsieur le Président. Il y a 30 ans, c'était un peu plus de 40 millions de personnes déracinées à travers le monde qui ont dû fuir leur foyer. À la fin 2021, ce chiffre est de 89 millions. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en sera-t-il dans 30 ans? Une chose est certaine, et nous en sommes, je crois, tous ici convaincus, ces personnes réfugiées sont et resteront des victimes dotées de droits fondamentaux qui s'imposent et s'imposeront à nos sociétés démocratiques. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux traités internationaux sont venus consacrer et renforcer le droit d'asile, et pourtant, depuis la création de l'OFPRA, entraînant la création de la Cour nationale du droit d'asile, nous sommes tous témoins d'une forme de régression, de recul, peut-être, du droit d'asile en France. Un droit, je crois, fragilisé par des réformes permanentes, dictées, comme je l'ai évoqué, par un débat public qui, je crois, est en perpétuelle dégradation, au moins sur ces sujets. Depuis 1980, ce sont 28 lois qui ont été votées sur l'immigration et l'asile. Et je crois comprendre, puisqu'une concertation est ouverte, qu'une 29e est en préparation et serait discutée en début d'année prochaine.
Pour quel résultat? Un allongement de la rétention administrative, un durcissement des mesures d'éloignement, un durcissement des conditions d'obtention d'un titre de longue durée. Le législateur n'est pas le seul responsable, mesdames, messieurs les parlementaires, de cette inflation de réglementation. Les directives européennes aussi ont leur part dans cette mécanique. Cette prolifération des ordonnées, parfois des lois, des règlements, des circulaires, fragilise les droits des demandeurs d'asile, complique la mission des avocats qui les assistent et désorganise le travail des magistrats, toutes instances confondues, qui ne le disent sans doute pas, qui ne se plaignent pas, qui courbent l'échine parfois sous le poids de leurs responsabilités, y compris dans l'ordre administratif, et qui font vaillamment face à ces enjeux. Bref, nous sommes tous ici non pas comptables, mais quelque part victimes directes ou indirectes de l'instabilité législative et réglementaire qui s'applique au droit d'asile. J'ai d'ailleurs conscience de la solidité de cette Cour, de sa nécessité même, cette Cour à laquelle le barreau est attaché. Et je la considère comme un bien précieux qu'il ne faut pas abîmer. Et je me permets de le dire parce que si nous sommes concertés, nous, profession d'avocats, nous le redirons, nous le dirons et nous le redirons. Je veux donc rendre ici hommage au travail des magistrats et des avocats pour faire vivre, malgré des pressions extérieures et un débat public de plus en plus détérioré, ce droit fondamental qui distingue notre civilisation de la barbarie. Je suis bien placé pour le savoir, les relations entre avocats et magistrats en matière de droit d'asile n'ont jamais été et ne seront peut-être jamais un long fleuve tranquille. Mais je le redis, c'est cette inflation, je crois, qui nous divise parfois, et alors même que nos valeurs nous rassemblent, doivent nous rassembler, et de fait nous rassemblent autour du respect que nous devons à la personne humaine. Le Conseil national des barreaux n'a d'ailleurs cessé de plaider pour un rapprochement et un apaisement des différends entre avocats et magistrats qui ont pu parfois se nouer. Avec le soutien de votre prédécesseur, Madame la présidente Dominique Timerlin, que je salue, nous avons ainsi obtenu organiser une médiation à l'époque confiée à M. Krishna lorsque les conflits semblaient être dans l'impasse. C'est déjà vieux, mais c'est pourtant très récent. Et je continuerai, en tant que président du Conseil national des barreaux, à prôner le rapprochement des points de vue entre avocats et magistrats, dans le respect des rôles et des prérogatives des uns et des autres. Oui, tout est symbole en matière de droit d'asile. Et le fait que vous me donniez la parole aujourd'hui, Monsieur le Président, pour introduire le colloque sur les 70 ans de la Cour que vous présidez, est un signe, et un signal positif que vous adressez, je crois, à la profession d'avocat, et nous y sommes très sensibles. Lorsque peut-être nous fêterons les 71 ans l'année prochaine de la Cour, nous pourrons d'ailleurs peut-être aller plus loin et proposer des tables rondes transversales et communes entre avocats et magistrats. Y aura-t-il peut-être des avocats sur les tables rondes? Je vous promets d'y réfléchir. Et vous proposerez d'y travailler ensemble si vous le souhaitez. Je tiens en tous les cas à remercier les avocats intervenant devant la Cour nationale du droit d'asile pour le travail qu'ils accomplissent auprès des demandeurs d'asile. Je les remercie de poursuivre leurs efforts pour s'assurer que leurs droits sont respectés. Je sais à quel point ils sont attachés à cette Cour, à la défense des intérêts qu'ils portent devant elle. Je sais à quel point leur travail est difficile. Je sais à quel point, parfois, les moyens manquent. Chers confrères, vous êtes en première ligne de la défense de l'état de droit, ici et ailleurs, cet état de droit qui parfois est attaqué. Et si les avocats ne défendent pas l'état de droit, parfois avec véhémence, parfois avec colère, et c'est pour ça qu'il faut les excuser, qui le fera? Oui, nous défendrons, et j'en suis certain, nous continuons à défendre. Nous y croyons. Nous continuerons à y croire. Nous le dirons publiquement. Nous sommes attachés à ces principes. Nous sommes attachés à l'état de droit. Nous sommes attachés aux juridictions qui se préoccupent
des personnes humaines. Car oui, magistrats, comme avocats, nous partageons les mêmes valeurs démocratiques, la même aspiration pour la justice. Magistrats, comme avocats, nous ne pouvons pas accepter une logique de réduction des droits qui serait fondée sur des pénuries de moyens. Et je demande ici solennellement le renforcement ou à minima la pérennisation des moyens dévolus à la Cour et donc à la représentation et à la défense des réfugiés. Car, comme Charles de Foucault, il nous faut, et nous en sommes, je crois, tous ici convaincus, en tout être humain, derrière les voiles et les apparences, oui, il nous faut voir un être ineffablement sacré. Je vous remercie.